Donc, bonjour tout le monde et merci d'être présent au webinaire qui est intitulé L'actuaire au corps des évolutions réglementaires et qui clôture le premier colloque international de l'actuariat francophone. Merci à tous d'être les gens qui sont connectés. C'est un vendredi après-midi, donc vous êtes d'autant plus méritants de vouloir assister à ce webinaire. On va essayer d'être assez concis pendant 1 heure avec des échanges entre les différents intervenants et on consacrera la dernière demi-heure pour vos questions respectives. Donc, on commence par un petit tour de table pour présenter l'ensemble des interlocuteurs et on démarrera par la suite avec le plan suivant. Dans un premier temps, on essaiera de faire un petit état de l'art avec un focus de l'évolution sur l'évolution de métier d'actuaire en essayant de donner quelques données chiffrées. Par la suite, on évoquera très brièvement quels sont les différents chantiers réglementaires auxquels fera face l'actuaire dans les années à venir. Par la suite, on commentera ces chantiers-là avec l'éclairage des régulateurs, des compagnies, des actionnaires et des actuaires. On fera un petit laïus sur la partie formation, que ce soit initiale et continue, et on finira avec quelques recommandations. Je te laisse te présenter très rapidement, Mamadou. Après, je donnerai la parole à David, Siahafad, Silahbib et Eric, et je finirai par me présenter. Mamadou, c'est à toi. Ah, on ne t'entend pas, Mamadou, tu dois enlever ton micro. Mamadou? J'avais coupé mon micro, c'est ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Rassem. C'est tout un plaisir pour moi, en tout cas, de participer à ce premier colloque de l'actuariat francophone. Je pense que de nos discussions naîtront des mesures qui permettront de faire avancer un peu l'actuariat dans notre zone. En tout cas, pour le cas du Sénégal, nous sommes encore une jeune association. Nous avons reçu notre récépissé il y a quelques mois. Il y a un engagement par rapport aux jeunes qui sont là. Nous avons quelques actuaires qualifiés, mais la grande majorité ne l'est pas encore. Ce sont des juniors qui viennent d'intégrer. Nous cherchons à faire de sorte qu'il y ait une forte adhésion et selon des principes, bien entendu, que nous définirons. Et les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est-à-dire l'actuariat au cœur de la réglementation, nous ne pouvons pas, comme j'ai l'habitude de le dire, légiférer sans les actuaires. Mais je vais prendre un peu aussi le contre-pied de ce que je viens de dire. Juste, Mamadou, on fera un tour de table et après on enchaînera sur les différents chantiers. Ah d'accord, donc je cède la parole en attendant qu'on revienne sur tout ça. Voilà. Donc, David, tu te présentes très rapidement, s'il te plaît. Bien, bonjour. Je suis David Fitouchi, consultant en actuariat depuis 2003 et donc le thème m'intéresse particulièrement parce que j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'audit sur les problématiques comptables et depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup sur la réglementation. Donc, on peut considérer que je suis un actuaire réglementaire. OK, merci beaucoup. Eric, la parole est à toi. Bonjour. Voilà. Donc, Eric Magnac, je suis basé au Cameroun, président de la Maison des actuaires du Cameroun, consultant également. Je n'ai pas fait que ça, mais voilà, ça fait, on va dire, les 2/3 de ma carrière dans le consulting, le reste dans le courtage et en compagnie. C'est Hafez. Bonsoir tout le monde. Hafez Gharbi, président du comité général des assurances. Très heureux de participer avec vous à ce webinaire et il nous intéresse à plus d'un titre. Donc, on est au cœur des réacteurs. Et donc, on va en discuter des problématiques liées au métier de l'actuariat et des possibilités de le faire évoluer et pour que le secteur des assurances évolue avec. Voilà. Merci. C'est Habib et après on va enchaîner. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Habib Benassi, je suis le président de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance. Bien entendu, ce sujet
nous intéresse beaucoup comme société d'assurance en Tunisie. Donc, face à la pression qui est exercée par le régulateur tunisien, on a besoin d'actuaires. Malheureusement, on a de la peine à recruter des actuaires. Et là, on en reparlera tout de suite après. Tout à l'heure. Donc, rapidement, moi, je suis le président de l'Association tunisienne des actuaires et accessoirement, je suis aussi inscrit à l'IA en tant qu'actuaire certifié. Je fais juste un petit panorama rapide avant de céder la parole à chacun. Aujourd'hui, l'AI, qui est l'Association actuarielle internationale, c'est un groupement d'associations professionnelles d'actuaires qui représente environ 75 000 actuaires dans le monde, dans 115 pays, juste pour vous situer un peu l'ordre de grandeur, dont 4 700 qui sont en France. Là, je fais le lien avec la France. Je ne sais pas, peut-être il y a quelques centaines d'actuaires qualifiés et certifiés qui sont parmi les 4 700. Il y a aussi l'association belge où il y a quelques centaines d'actuaires. Donc, il y a tout ça pour dire qu'il y a des pays qui sont développés, qui sont en Europe, qui sont francophones, où il y a le métier d'actuaire qui est déjà établi. Si je passe à nos pays, à nous, qui sont les pays francophones, si je parle de la zone CIMA, on est quelques dizaines en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Il y a une dizaine d'actuaires qui sont qualifiés et une trentaine d'actuaires qui est toutes catégories confondues. Et c'est le même constat que ce soit pour l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. En Tunisie aussi, on a quelques dizaines d'actuaires qui sont inscrits aujourd'hui et qui sont reconnus par nos autorités de tutelle, mais il se trouve que cette reconnaissance, elle n'est pas à l'international. Il y a quelques actuaires qui sont à la fois reconnus au niveau local et reconnus au niveau international. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai gap entre les pays développés et les pays francophones qui sont en Afrique aujourd'hui. Et même, il y a un gap, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie. Il y a le Liban qui est un peu dans un cas particulier. Mais sinon, il y a un vrai gap entre les pays développés et nos pays à nous. En termes de formation, il y a quelques formations qui sont faites en partenariat avec des structures françaises, que ce soit la Dauphine ou à l'ISFA, qui sont à Tunis, à Abidjan, à Yaoundé. Il y a de nombreux masters d'actuariat qui ne sont pas reconnus, que ce soit par les associations nationales ou par les associations internationales. Il y a la formation de l'INSEA à Rabat qui est aujourd'hui reconnue par les gens qui sont au Maroc. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai point qui s'appelle la formation initiale, et on en parlera tout à l'heure, et la formation continue par ricochet. Donc, une fois qu'on a dit ça, on passe au deuxième volet qui est les chantiers réglementaires. Les chantiers réglementaires sont divers et variés et ils feront notre pain quotidien sur les années qui viendront. Il y a le chantier FRS, le bien nommé, il y a la solvabilité basée sur les risques, ou ce qu'on appelle communément Solva 2 en Europe. Il y a tout ce qui est micro-assurance, il y a tout ce qui est takeful, il y a tout ce qui est CatNat, avec des degrés de maturité qui sont différents dans nos pays respectifs. Dans zone CIMA, Solva 2, elle est en réflexion. En Tunisie, elle est en réflexion. Et au Maroc, ils sont très avancés sur la mise en œuvre du pilier 1 et ils commencent à travailler sur le pilier 2. L'IFRS, ce n'est pas implémenté, mais il y a des incitations réglementaires importantes pour implémenter l'IFRS. La micro-assurance, ça dépend des pays, mais dans nos pays respectifs, que ce soit en zone CIMA ou en Tunisie, on a un cadre réglementaire qui est déjà établi. Pareil pour le takeful. La CatNat, il y a des travaux qui sont aujourd'hui lancés sous l'égide des différentes associations, des différentes instances internationales. Nous, en Tunisie, par exemple, on a des programmes qui sont financés par la World Bank, je crois. Je parle sous le contrôle de CIHAF. Donc, tout ça pour dire que vraiment, on a de vrais chantiers réglementaires qui sont structurants pour le marché de l'assurance et au-delà, même la sécurité sociale, le bancaire et tout ce qui s'ensuit. Tout ça pour dire que le métier d'actuaire qui était au départ un actuaire tarificateur et un actuaire de provisionnement est en train d'évoluer énormément.
et de passer avec un stade supérieur. On parle de fonctions actuarielles, de métiers vraiment qui touchent à la gouvernance, qui reportent au comité des risques, au comité ad hoc, qui sont aujourd'hui comité des risques, à les fonctions actuarielles, avec des rapports qui sont aujourd'hui établis dans les pays européens, mais qui ne sont pas encore dans nos pays respectifs. Donc, une fois qu'on a planté ce décor, je m'adresserai à Sihaf en priorité pour lui demander quelles sont les attentes du régulateur et après, je rebondirai avec David sur le sujet. Par la suite, on parlera de l'attente des compagnies et des actionnaires vis-à-vis de ces actuaires. Et là, il y a Sil Habib, Mamadou qui parleront sur ce sujet-là. Après, il y a les attentes des actuaires. Il y a Eric et moi, il y a David. Tout le monde est actuaire ici, Mamadou, par rapport à ça. Et on finira par la problématique de formation initiale et continue qui sont au cœur de ce qui est attendu. Sihaf, quelles sont les attentes de régulateurs compte tenu du panorama qu'on a dressé en introduction? Merci beaucoup, si Rasm. Nos attentes sont énormes et importantes. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, des chantiers importants ont été déclenchés ces dernières années au niveau du secteur des assurances depuis l'étude actuarielle et stratégique que nous avons menée avec le secteur pour moderniser notre secteur et le hisser au niveau des standards internationaux. Donc, c'était en 2014. Depuis, on a ouvert des chantiers au niveau de la refonte du code des assurances déjà tunisien qui a été promulgué, comme vous le savez, en 1992. Donc, ça fait quand même un bout de temps qui n'a pas été un petit peu... C'est un bloc de béton armé qui n'a pas été modifié pratiquement en profondeur. Il a connu quelques modifications et des ajouts seulement. Donc, mais pour nous, il y a une refonte totale qui va toucher un petit peu l'offre des produits des assurances, le renforcement de la surveillance exercée par le CGA et, comme je disais, d'aligner le cadre réglementaire en matière d'assurance au niveau des standards internationaux et changer carrément de règles de solvabilité, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, on va introduire la solvabilité basée sur les risques. C'est un petit peu la Solva 2, mais c'est une solvabilité qui tiendra compte, une règle qui tiendra compte bien sûr de spécificités du marché tunisien, de l'environnement économique et social du pays. Donc, c'est un chantier qui va effectivement nécessiter un petit peu le travail des uns et des autres, et notamment les actuaires. Hein, donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu le rôle de l'actuaire au cœur de ces changements réglementaires. Donc, nous avons la SBR aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, deux autres chantiers très importants et complexes, c'est l'IFRS 17 ou les IFRS carrément, et le système de couverture CatNat. Et heureusement, pour tous ces projets-là, nous profitons d'une assistance technique très importante de la part de la Banque mondiale, donc qui va nous assister pour assister le secteur des assurances pour mener toutes ces réformes. Là, un petit rappel qu'il y a pratiquement 5 ans qu'on avait un petit peu enclenché aussi le processus de mise à niveau de la fonction actuarielle, comme on était conscient des défis qui nous attendaient, donc, et que devant un petit peu, je dirais, c'était un petit peu un désert au niveau de la fonction actuarielle en Tunisie, donc quelques actuaires qui sont inscrits au niveau du registre de l'AFTISA comme étant des experts. Pour moi et pour le CGA, on était contre cette idée que des experts actuaires soient plutôt inscrits sur un registre de l'AFTISA comme les experts automobiles et les autres experts. Donc, on a ouvert les chantiers avec vous, actuaires de la place à l'époque et l'AFTISA et les compagnies d'assurance pour mettre à niveau la fonction actuarielle, et on a ensemble créé l'ATA, l'Association tunisienne des actuaires, dont nous attendons beaucoup, effectivement, sur le plan, effectivement, normes professionnelles, code de déontologie, garantir la qualité des travaux des actuaires. Ça, c'est un chantier qu'on a ouvert ensemble et vous êtes sur le bon chemin. Et je pense que nous vous avons suffisamment, je peux le prétendre, accompagner, nous continuons à vous accompagner
tout au long de ce processus de mise à niveau de la fonction actuarielle. Nous avons aussi, on a commencé par nous-mêmes, c'est-à-dire que pour nous aussi, régulateurs, il fallait que nous mettons à niveau au niveau de l'actuariat parce que, effectivement, nous disposons de cadres assez compétents, des contrôleurs d'assurance qui sont tous sortants de l'IFI, de l'Institut de financement, mais quand même, nous avions besoin de ce profil au niveau du CGA pour que nous disposions au niveau du régulateur d'un profil matché, donc contrôleur des assurances et des actuaires pour pouvoir effectivement suivre et accompagner le secteur dans cette quête de développement du secteur des assurances. D'ailleurs, juste à titre d'anecdote, peut-être si je me permets, de citer un petit peu un conte persan qui a été inventé par le grand Claude Bébéa. Jadis, on le nommait faiseur et tombeur des rois pour le PDG du CAC 40. L'actuariat a été défini comme suit, je cite Claude Bébéa. Il était une fois un assureur sur la vie fort intelligent, éminent et respecté. Il était considéré par tous comme un grand technicien, voire un savant, qui n'avait pas à s'emparer pour estimer la prime à demander aux assurés et la valeur des engagements pris par l'assureur. Mais parfois, un doute le taraudait. Sa science était-elle vraiment estimée? Le vulgaire ne risquait-il pas de s'en saisir, montrer qu'il n'y avait rien d'admirable et détruire une réputation bâtie à force de patience? Vite, il fallait se protéger. C'est ainsi que notre assureur éminent, respecté et fort intelligent, inventa un langage ésotérique qu'il appela actuariat. Et grâce à lui, des générations d'actuaires heureux vécurent et vivent encore à l'abri des critiques, adulés de tous. Chaque année, aidés par des comptables pleins de respect, ils mettent au point un rapport annuel fort savant qu'assurés, actionnaires et contrôleurs, même contrôleurs, en tout genre, contemplent sans trop comprendre et sans oser poser de questions, de peur de passer pour des sots. Le système était parfait. Excusez-moi, mais c'était vraiment très, très significatif. Et pour que nous ne soyons pas taxés de sots, effectivement, donc le CGA et les contrôleurs des assurances se mettent à niveau au niveau de l'actuariat. D'ailleurs, avec ce fameux master qu'on avait mis avec Dauphine, donc on a pu former jusqu'ici 63 actuaires New York, dont 6 déjà qui travaillent au CGA. In qui a été un petit peu happé par le système français, donc elle est en France. Donc, pour les autres, aussi, il y a quelques-uns qui travaillent actuellement dans des compagnies d'assurance. Mais comme nous l'a dit Sahbib tout à l'heure en offre, on trouve des difficultés pour maintenir ces actuaires. Là, c'est un problème effectivement qui est posé pour nos pays, notamment africains et encore émergents, d'avoir la possibilité de maintenir cette spécialité. Donc, ces actuaires, soit au niveau du CGA, soit au niveau de la place, qui travaillent soit en consultant, soit qui travaillent dans les compagnies, nous allons ensemble participer et contribuer effectivement à ces réformes d'envergure et structurantes pour le secteur des assurances. Donc, je le répète que nous comptons beaucoup sur l'association pour que justement elle hisse le niveau de l'actuariat en Tunisie au niveau des standards internationaux en termes de compétences, d'indépendance et d'éthique. C'est très important et ça sera vraiment une belle aventure que nous allons mener ensemble. Voilà, si Rassim Poisson un peu monopoliser la parole. Merci beaucoup, c'est Hafez, et merci pour vos encouragements qui n'ont jamais cessé d'être prodigués, votre concours pour développer le métier. David, je suppose que la situation est complètement différente dans les pays développés. Et toi, tu connais l'exemple de la France et tu as travaillé ici avec surtout sur le marché tunisien. Donc, l'attente est complètement différente aujourd'hui au niveau des pays matures comme la France. Oui, alors je me suis posé une question avant ce colloque. En gros, c'était, oui, évolution réglementaire. Qu'est-ce que les actuaires
viennent faire dans la réglementation, pourquoi il n'y était pas avant ou pourquoi il n'y était pas suffisamment avant. Et en fait, le sujet de la normalisation, de la mondialisation, ça entraîne en fait une évolution des réglementations. Et on ne cesse pas d'avoir des réglementations qui évoluent. On souhaite avoir des réglementations qui sont de plus en plus économiques, de plus en plus cohérentes entre secteurs, entre la banque et l'assurance, entre pays. Tous les pays européens se sont mis d'accord pour avoir quand même un même système de solvabilité. Et donc, on a des approches qui se veulent plus justes. Et alors, plus juste au sens de la justesse des calculs, la justesse des évaluations, la justesse des estimations, mais plus juste aussi au sens de justice. La justice, c'est l'équilibre qu'il peut y avoir entre l'assureur et l'assuré, l'équilibre qu'il peut y avoir entre l'actionnaire et les salariés. Et vous savez, les actuaires se posent souvent la question du point de vue de l'assureur et du point de vue de l'assuré. Et finalement, dans cette recherche d'équilibre, les actuaires, ils sont à l'intersection de la finance, de la prospective, des statistiques, et ils connaissent, ils ont les contraintes des grands équilibres. Ils intègrent ça dans leur formation, ils connaissent ça, et donc c'est pour ça que naturellement, on a intégré des actuaires, alors en amont des réglementations, et ensuite pour appliquer les réglementations. Mais je profite de cette petite parenthèse pour faire la promotion quelque part de ces nouvelles réglementations qu'on a, qui sont extrêmement intelligentes, plutôt bien construites. Si les actuaires sortent des problématiques de pricing pour aller vers des évolutions actuaires réglementaires, entre guillemets, hein, parce que le terme n'existe pas tant que ça, c'est parce qu'en fait, il y a un intérêt intellectuel également à aller vers ces problématiques. Alors, dès qu'il s'agit d'équilibre, on peut positionner des actuaires. En France, on a les grands sujets que vous connaissez et qui arrivent dans les pays francophones. La comptabilité, en gros, c'est la bonne attribution de la performance. On essaye de positionner la performance la bonne année. Et vous savez qu'en assurance, avec nos principes de prudence traditionnels, avec la prudence des provisions, avec les plus et moins values latentes qu'on peut avoir au niveau de nos placements, la performance de l'année 2021 est quelque chose d'un petit peu difficile à obtenir. Donc, on a eu des normes successives et là, on a une nouvelle norme assez costaud qui s'appelle IFRS 17 qui essaye d'analyser et de distinguer la performance pour l'attribuer correctement aux exercices. Ça, grosse intervention d'actuaires en ce moment et de consultants sur ces problématiques d'attribution de valeur aux exercices avec tout un tas de méthodes un peu sophistiquées. On a positionné les actuaires sur les équilibres de régime de retraite, avec un vrai rôle dans la certification des équilibres. Les actuaires travaillent en France sur les tables de mortalité, la construction des tables de mortalité. Là aussi, on est sur des sujets d'équilibre. Une mauvaise table de mortalité entraîne des tarifs soit trop élevés, soit trop faibles. Donc, ce n'est pas bon pour l'actionnaire ou pas bon pour l'assuré. Eh bien, les actuaires se sont positionnés sur ces sujets techniques que sont les tables de mortalité. Et enfin, Solva 2 ou les projets SBR, l'objectif qu'on a est d'obtenir le bon niveau de capital et de connaître le bon niveau de richesse des compagnies pour leur assurer un développement qui soit cohérent, un développement qui soit contraint par les niveaux de fonds propres. Donc, vous voyez que sur ces sujets-là, les actuaires réglementaires, finalement, on pourrait dire des actuaires stratégiques, parce que tout ça, c'est au service du futur. Et l'actuaire d'aujourd'hui, qui travaille sur ces sujets-là, il parle à l'oreille de la gouvernance, il parle au DG, il n'a pas le droit d'être dans son charabia technique, il n'a pas le droit de jargonner. Il faut qu'il s'exprime dans un langage pertinent, éclairant, argumenté, pour que les patrons puissent prendre des décisions, d'aller sur tel ou tel business, de revaloriser ou non les contrats. Mais toute cette réglementation, elle est au service de la stratégie. Et donc, ça entraîne tout un tas de contraintes pour nos actuaires, dont je pourrais parler après. Mais aujourd'hui, en Europe, en France, on a atteint, je pense, cette maturité. Et donc, au sein des compagnies, toutes les compagnies disposent de fonctions clés, gestion des risques actuariels, et ces fonctions clés s'adressent directement au conseil d'administration et se doivent de rédiger leurs conclusions et leurs conclusions qui doivent être compréhensibles. Notre autorité de contrôle,
peut parfois tester des conseils d'administration, des dirigeants effectifs, des fonctions clés, pour s'assurer que les messages non seulement sont de bonne qualité, mais qu'ils sont compris. Et ça fait aussi partie du travail, et en tout cas des éléments de contrôle de notre autorité, qui vérifie que l'information circule bien entre les techniciens, hein, et les politiques. Donc, clairement, David, l'anecdote de Sihaf sur l'actuaire, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui, sinon Eh elle fait bien, pas son rôle. voilà, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, dans nos compagnies, non, ça n'est pas censé exister. Et si ça existe dans certaines compagnies, elles ne sont pas conformes. La stratégie, les actuaires sont au service de la stratégie. Voilà, ils sont au service, ce sont des instruments de mesure, ce sont des instruments d'alerte au service de la stratégie. Donc, ils doivent être compris. Et ça, cette évolution aujourd'hui, elle est en cours au niveau de l'Europe et les actuaires, ils sont aujourd'hui devenus intelligibles au niveau des conseils d'administration. Ils se font comprendre. Ah ben, en tout cas, on est dans cette tendance et effectivement, oui, ils se font comprendre. On a par exemple des formations au niveau de l'Institut des actuaires sur la communication, la posture en réunion. C'est des choses qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans, mais nos actuaires ne sont plus derrière leurs ordinateurs, ils vont sur le terrain et ils discutent avec les patrons. Donc, effectivement, aujourd'hui, le métier a quand même évolué et nous portons des messages et nous devons apprendre à les porter de mieux en mieux et qu'ils soient le plus argumentés possible. Merci beaucoup, David. Mamadou, tu as la lourde tâche de faire le lien entre les deux parce que tu as la double casquette en tant que vice-président de la FANAF et patron d'une société d'assurance, de parler à la fois des attentes du régulateur et des attentes des compagnies et des actionnaires pour faire le lien entre les deux. Je parlerai également aussi en tant qu'ancien régulateur. Oui. Il faut rappeler que je fais partie de la première promotion des commissaires contrôleurs de la CIMA. J'y ai passé une dizaine d'années. Ben, écoutez, je pense que David et Cheikh Harbi ont campé un peu les débuts de l'actuariat et son évolution. Effectivement, l'actuariat a beaucoup évolué dans notre zone, surtout dans la zone CIMA. Au début, heureusement qu'il n'y en avait pas assez, il y avait très peu d'actuaires, dont les dirigeants ne connaissaient même pas les compétences et les fonctions qu'ils devaient occuper dans les entreprises. Les premiers actuaires étaient recrutés à ne rien faire, pour dire la vérité. Certains ont dû quitter pour retourner en France, d'autres sont allés jusqu'à la retraite en faisant un job dont on n'avait pas besoin de qualification d'actuariat pour le faire. Aujourd'hui, les choses ont évolué, mais pas encore comme il le faut parce que les actuaires, d'abord, le nombre est très restreint. On les a confinés dans les entreprises vie, dans l'assurance vie. En assurance dommage, l'actuariat dommage, les gens ne savent même pas ce que c'est. Alors, l'évolution, moi l'évolution que je trouve, le link que je fais entre actuariat et réglementation, pour moi, procède du fait qu'en Occident, quand vous allez, et plus particulièrement la France, qui est notre référence, la première fois que j'ai fait, quand je faisais un stage à la commission de contrôle de Paris, quand on m'a dit qu'ici tout le monde était actuaire, j'ai dit, mais bon, ils se moquent de nous, quoi. C'est pour nous dire que c'était une blague. Et en réalité, c'était la vérité. Et tout le monde est actuaire là-bas parce que c'est généralement des gens qui sont passés par X et puis qui ont fait leur école d'application à l'ENSAE et qui deviennent actuaires. Ce sont ces gens-là qui sont chargés de faire la réglementation. C'est ça le problème. Nous, ici, on a démarré pendant quelques années à la CIMA sans actuaire. C'est après un contrôle, une mission de la Banque mondiale qu'on a fait le constat de carence et c'est là où j'ai été envoyé à l'ENSAE et l'année suivante, on a envoyé un autre collègue pour faire l'actuariat. Donc, pour dire simplement que les évolutions réglementaires avec l'actuariat aujourd'hui se fait de plus en plus avec une certaine cohérence. Parce que les réglementations étaient faites par des juristes. C'est-à-dire, on a toujours pensé que l'actuariat, c'était l'assurance, c'était du droit. Pendant longtemps, on a évolué dans ça. Après,
les actuaires sont arrivés, on les a confinés à des rôles de calculateurs. L'actuaire, c'était le pricing, soit fixer les prix, le provisionnement, etc. Aujourd'hui, la CIMA dispose d'actuaires qui travaillent aussi comme les autres qui ne sont pas actuaires dans la réglementation. Bon, sauf que une réglementation faite par un actuaire n'est pas surtout la même chose qu'une réglementation faite par des juristes. Il y a toujours une différence fondamentale. J'ai l'habitude de le dire, si aujourd'hui la réglementation au niveau de la CIMA devient de plus en plus corsée, parce que ce sont des actuaires qui sont en train de rédiger des textes. Et ils le font avec une certaine rigueur, si je peux le dire ainsi, qui n'arrange pas toujours les marchés. Donc, moi, je pense qu'il faut un mix pour tout. Il faut, pour faire la réglementation, il faut des actuaires parce qu'en France, quand on regarde Solvency II, les actuaires ont beaucoup contribué à son élaboration et c'est ce qui est en train de se passer aussi. La CIMA n'est pas encore en train de légiférer sur Solvency II. Nous sommes, c'est annoncé, mais je pense qu'il faut vraiment faire un dosage. Les actuaires peuvent intervenir dans la réglementation, mais il ne faudrait pas qu'ils en soient les moteurs, parce que sinon, ça risque de poser quelques problèmes d'application. Et une réglementation qui n'est pas applicable est vouée à l'échec. Et maintenant, en tant que patron de Senray, qu'est-ce que tu attends des actuaires? Parce que ce qui est bien avec Mamadou, c'est qu'il peut prendre tous les rôles. Voilà, moi je suis dans tous les bords. J'ai fait l'IARD, j'ai fait le contrôle, je suis en train de faire la vie. En tant que patron de Sen Assurance Vie, parce qu'il y a Senray qui est une société de réassurance chez nous. Bon, en tant que patron de Sen Assurance Vie, et vous vous en rendez compte tout de suite, Sen Assurance Vie est l'une des dernières nées de l'assurance vie au Sénégal. Et c'est encore une petite compagnie, mais qui a en son sein 3 actuaires. Vous voyez? Alors qu'il y a des grosses sociétés qui sont ici qui n'ont pas un seul actuaire. Parce que je pense que les actuaires ont un rôle à jouer. Ils ont des compétences qui leur permettent d'être opérationnels pratiquement dans tous les compartiments de la compagnie. Aujourd'hui, vous êtes actuaire, je le dis à mon chef de département technique, si vous restez là à calculer toujours des primes et à faire des provisions, vous ne serez pas demain un bon manager. Pour être un bon manager, il faut sortir des calculs. Pour moi, le manager d'aujourd'hui et de demain, il devra être bon. Il devra maîtriser la technique, surtout en vie. Hein. La technique, il devra maîtriser la réglementation et il doit maîtriser la comptabilité. Pour moi, ces 3 segments de l'assurance doivent être maîtrisés par nos dirigeants. Sinon, vous êtes largués. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais au contrôle, j'ai contrôlé une grosse compagnie de la zone et j'ai demandé au directeur général qui dirigeait les 2 filiales vie. Ma question était, est-ce que vos provisions mathématiques sont ilmérisées? Il m'a demandé de décoder mon langage. Alors j'étais surpris parce qu'effectivement, il savait, le mot ilmérisation, c'était nouveau chez lui, alors qu'il dirigeait cette boîte depuis très longtemps. Peut-être même que ses PM étaient ilmérisés, mais il ne le savait pas. Bon, on me dira que lui, il est au niveau de la plus haute station, donc il n'intervient pas dans le débat technique, mais ce qui est donc dommage. Mais moi, je pense que pour être un dirigeant d'aujourd'hui et de demain, il faut avoir ce que j'appelle la culture de son métier. Avoir la culture de son métier, c'est ne pas se retrouver à ignorer certains principes qui fondent notre métier. Ce n'est pas à se retrouver à ignorer certains concepts. Il faut, même si je sais que je ne peux pas faire des provisions, je ne peux pas pricer des contrats, mais
que je ne sois pas largué lorsqu'on me parle de zilmérisation, lorsqu'on me parle de commission, lorsqu'on me parle d'article X ou Y, que je sois capable de réagir par rapport à ça. Sinon, on va avoir des matières de dirigeants et puis, qui vont faire un pilotage avec une société comportementée sans qu'il y ait la possibilité de faire de mettre en place une vision d'ensemble. Merci beaucoup, Mamadou. C'était très éclairant et surtout, c'est très bien d'avoir les plusieurs casquettes. Sila Habib, en tant que patron de la Fédération tunisienne des assurances, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport aux attentes des dirigeants d'entreprises d'assurance et des actionnaires par rapport à ce qu'ils attendent des actuaires dans les années à venir? Je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Donc, juste avant de répondre à votre question, à la question si l'évolution de la réglementation favorise le renforcement du rôle de l'actuaire dans les compagnies d'assurance, la réponse est évidente, je dirais oui. Et la preuve, c'est le cas du marché tunisien. Au niveau du marché tunisien de l'assurance, on a vécu des décennies sans actuaire. Et réellement, est-ce qu'on avait besoin d'actuaires? Parce que on a vécu sans actuaires ou avec quelques actuaires qui exerçaient indépendamment leur métier sur le marché. Parce que d'une part, on n'avait pas d'école de formation d'actuaires. La première école a ouvert il y a 5 ans, je crois, Dauphine. Elle a commencé à former des actuaires. La deuxième chose, parce que le régulateur, avant 2010, ne nous demandait pas grand-chose. C'est-à-dire que la seule chose qu'il nous demandait et qui devait être livrée par un actuaire était de certifier les notes techniques des produits d'assurance vie et de capitalisation. Il y avait des actuaires qui travaillaient dans des organismes nationaux ou privés. On leur demandait de signer les notes techniques, ou on demandait aux actuaires de nos réassureurs de le faire, et tout le monde était content. Ce n'est que en 2010, suite à la promulgation de la circulaire, la fameuse circulaire 258 de 2010, qui exigeait que le commissaire aux comptes soit, disons, assisté par un actuaire pour évaluer et les tarifs et les provisions techniques, qu'on a commencé à avoir des actuaires sur le marché qui sont revenus de l'étranger et qui ont commencé à travailler sur plusieurs aspects. Également, le régulateur, en 2016, a exigé qu'au niveau des sociétés d'assurance, on ait une fonction actuelle et qu'on ait une personne ou une entité qui, disons, supervise le calcul des provisions techniques et les tarifs. C'est comme cela qu'on a été poussé en quelque sorte à essayer de recruter des actuaires. Les actuaires que nous avons pu recruter, parce qu'on a eu du mal à recruter, même les premières promotions de Dauphine sont parties à l'étranger, et ce n'est que les 2 ou 3 dernières années qu'on est arrivé à retenir quelques-uns d'entre eux. Donc, ils ont commencé par travailler sur les provisions, la surveillance du portefeuille, les tarifs, l'optimisation du programme de réassurance. Ils s'en sortent plus ou moins, mais avec les chantiers qui sont en cours, c'est-à-dire les chantiers FRS qu'on a démarré cette année, le chantier CatNat peut-être, et le chantier solvabilité basé sur le risque, on risque d'être confronté à un sérieux problème qui est, disons, d'avoir des actuaires qui ne sont pas formés et qu'il faut vraiment encadrer et auquel il faut apprendre le métier. Pour revenir à votre question, moi je dirais que les défis auxquels sont confrontées les compagnies d'assurance sont premièrement la forte concurrence sur le marché international de l'emploi qui
implique une fuite des actuaires à l'étranger, des actionnaires, bien entendu, de plus en plus exigeants en termes de transparence et de rentabilité, et comme je l'ai dit, un manque d'encadrement et d'expertise des actuaires juniors qui, sur certains sujets innovants. Pour cela, moi, je reste optimiste et je pense qu'on pourrait relever les défis et, disons, travailler ensemble, tous ensemble, toutes les parties pour faire évoluer le métier d'actuaire en Tunisie. Les sociétés d'assurance, bien entendu, doivent développer des plans de carrière pour les jeunes actuaires et la mise en place de programmes de formation ciblés. On compte sur l'ATA pour le développement des compétences des actuaires, de mettre en place les mécanismes de discipline et de mettre en place également des programmes de formation ciblés pour leurs membres. Nous espérons que les établissements de l'enseignement supérieur public et privé prennent l'exemple de Dauphine et lancent des formations d'actuaires. Ce n'est qu'en multipliant les formations, en multipliant le nombre d'actuaires en Tunisie, même s'ils partent une partie, deux parts, il en restera et on pourra, disons, faire évoluer le marché et faire face surtout à l'évolution de la réglementation. Peut-être aussi, en termes de formation, peut-être penser à des formations professionnelles. On n'a pas donc formé peut-être des techniciens en actuariat qui comprennent un peu l'actuariat et qui peuvent aider dans ce sens. Voilà, donc les compagnies d'assurance sont conscientes du rôle de l'actuaire qui peut jouer, donc, et on a besoin d'actuaires à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup, Salah Habib. Je fais le lien avec Eric, qui a aussi la double casquette en tant qu'ancien patron d'une société d'assurance et aujourd'hui à la tête de la Maison des actuaires camerounais. Quelles sont les attentes? À la fois, toi, tu peux faire le lien entre l'attente des actionnaires et l'attente des actuaires aujourd'hui pour pouvoir le décollage de ce métier qui soit vraiment reconnu pleinement à l'instar de ce qui se fait dans les pays développés. Oui. Alors, juste avant, je voulais juste faire on va dire des petites notes par rapport à tout ce qu'on a entendu. Déjà, ce que David disait sur le fait que les nouvelles normes recentrent un peu plus le débat sur un équilibre entre l'ensemble des acteurs, donc le fait que les assurés soient préservés dans leurs droits, etc. Le point de vue des actionnaires, donc, et le fait que ça ait recentré l'actuaire au milieu, ou d'une manière un peu plus évidente. Je pense qu'effectivement, je ne connais pas bien le Maroc, etc. Mais en zone CIMA, on est encore dans un combat entre le régulateur qui cherche à préserver les droits des assurés et qui voit les compagnies et les actionnaires comme des gens qui sont des prédateurs et qui veulent juste tondre la laine sur le dos de l'assuré. Et donc, dans ce combat un petit peu idéologique, il n'y a pas la paix et la quiétude pour se dire tiens, il faut chercher des équilibres et on a besoin de gens, les actuaires, qui vont nous aider à trouver ou peut-être pas le meilleur équilibre, mais en tout cas chercher des solutions. Donc ça, c'est une première remarque sur le contexte sur la CIMA et j'aurais peut-être un petit peu pourquoi ce que disait Mamadou, on a un peu de mal. Sur les FRS, juste, je voulais donner lecture de l'OHADA parce que la zone CIMA, c'est quasiment la zone OHADA. Et
la norme IFRS ne s'applique qu'aux entités qui sont inscrites à la bourse de valeur. Et à ma connaissance, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui sont inscrites à une bourse de valeur, que ce soit à Abidjan ou à Douala. Et on dit bien que les états financiers établis suivant les normes IFRS sont destinés exclusivement au marché financier et ils ne peuvent pas servir de support pour gérer la compta générale. Donc, voilà. Donc, l'IFRS, c'est très anecdotique pour l'instant en zone CIMA. Juste sur la réglementation, alors, pour montrer aussi le point de vue du régulateur par rapport aux acteurs du marché, la CIMA a sorti un livre sur la microassurance, a sorti un livre sur l'assurance Takaful. La microassurance, je crois que le livre a dû sortir il y a 6, 7 ans, 8 ans peut-être. À ma connaissance, il n'y a quasiment aucune compagnie qui fasse vraiment, qui ait vraiment un agrément et qui fasse une activité très régulière de microassurance. Il y en a très très peu. Donc, on a un régulateur qui n'est pas à l'écoute du marché, n'est pas à l'écoute des professions, et donc en particulier de l'actuaire, et qui sort, comme disait Mamadou tout à l'heure, on a des juristes qui sortent des choses, qui sortent des cadres, mais sans forcément que le marché, je dirais, en ait besoin. On n'est vraiment pas du tout dans l'approche anglo-saxonne qui laisse le marché faire, puis ensuite qui légifère. On est vraiment dans une approche où on met les barbelés, puis ensuite on se dit, tiens, est-ce qu'on va mettre des moutons ou des vaches à l'intérieur? Un autre exemple, c'était la présentation d'hier soir, c'est la provision de gestion, globale de gestion. Voilà, le texte a été mis et c'est 3 ou 4 ans après qu'on demande aux compagnies de commencer vraiment à calculer et de voir ce que ça va donner, etc. Bon, on aurait fait l'inverse, ça aurait été pas plus mal. Voilà. Alors, les attentes des actuaires, je dirais, et un peu des compagnies, les actuaires ont beaucoup d'attentes, et surtout les jeunes qui sortent des formations. Comme on dit, pas tellement pour faire de la tarification, du provisionnement, ça, bon, ils ont été formés pour ça, ils vont le faire, mais bien plus pour participer en amont et en aval, gérer à la bonne gestion de la compagnie. Donc, participer à la stratégie. Moi, je vois encore un certain nombre de compagnies où même le DAF ou le DGA, enfin, oui, presque, n'ont même pas lu la stratégie qui a été présentée en conseil d'administration. Il n'y a quasiment que le DG qui l'a lu. Voilà. Donc, les équipes techniques, entre autres l'actuaire, il n'a pas été consulté. Et donc, on rédige des stratégies, on fait tout un tas de planifications. L'actuaire n'est pas là-dedans. Donc, je pense que ça, c'est des vraies attentes en amont. La maîtrise des risques, travailler sur le risk management. Il y a de plus en plus d'actuaires qui sont à la frontière de l'actuariat et du risk management. Et puis, en aval, participer, je dirais vraiment, à renforcer la sécurisation de l'activité. Moi, je travaille avec quelques commissaires aux comptes, mais la grande majorité des comptes, on va dire 75% des compagnies, par exemple au Cameroun, leurs comptes sont certifiés par des commissaires qui n'ont pas d'actuaire et qui ne font pas appel à un actuaire, je dirais, qui vient renforcer leurs équipes. Je ne sais pas comment ils font pour certifier 80% du passif qu'ils ne maîtrisent pas. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Ça, c'est des vraies demandes, même des jeunes actuaires, de dire mais est-ce qu'il n'y a pas du boulot chez les commissaires aux comptes, parce que si on ne sait pas ce qu'il y a dans les comptes, difficile derrière de rassurer aussi bien l'actionnaire que le régulateur. Moi, j'ai eu effectivement des fois des missions où on me demande de certifier, enfin un DG me dit certifie-moi mes PM. Et quand je lui donne, je fais mes calculs, enfin, on fait avec mes équipes, quand je lui donne les résultats, il me dit « Ok, Eric, tu es gentil, mais je ne peux pas présenter ça à mes actionnaires
Donc, je t'ai demandé de certifier mes PM, je ne t'ai pas demandé de me trouver le vrai chiffre, quoi, en gros. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité du terrain. Il y a beaucoup de compagnies qui sont comme ça. Mis à part quelques majors ou quelques sociétés qui sont dirigées par des gens qui sont conscients comme Mamadou, mais une grande partie des compagnies ici, je dirais, la vérité ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est surtout pour l'instant des techniciens qui vont les conforter dans l'idée qu'ils ont ou l'idée qu'ils veulent présenter aux autorités, aux actionnaires. David, excuse-moi. Oui, non, c'est bon. En fait, maintenant qu'on a entendu le cri de cœur d'Éric, de l'autre côté, pour un marché mature comme la France ou les pays européens, les attentes ne sont pas les mêmes, je suppose. Oui, et du coup, alors non, pour rebondir sur ce que disait Éric, effectivement, c'est très dur d'envisager de travailler sur des sujets réglementaires type Solva 2 si les bases comptables, si le point de départ de la comptabilité n'est pas adapté et que les certifications ne valent pas grand-chose. Donc, effectivement, il y a un travail à faire sur la certification. Alors, peut-être effectivement qu'aujourd'hui, il y a encore des tensions qui peuvent exister entre les actuaires et les actionnaires au sujet du niveau des provisions techniques. Je pense qu'on a connu ça en France, mais il y a quand même assez longtemps qu'aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment nos sujets de préoccupation. Bon, par contre, on a aussi, nous, actuaires, une responsabilité là-dedans. Si, je le disais tout à l'heure, si on s'exprime qu'en jargon technique, nos messages portent moins que si on s'exprime clairement avec des arguments. Une analyse de Bonimali, ça peut faire le job pour démontrer que les provisions et que nos méthodes sont insuffisantes. Donc, peut-être il faut présenter de manière plus simple nos conclusions et les argumenter. Je dirais autre chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se cacher derrière nos modèles. Ce n'est pas le modèle qui donne le résultat, c'est l'actuaire qui utilise le modèle, qui décide du résultat. Le modèle, il est au service de l'actuaire. Donc, on ne peut pas se cacher derrière un chain leader qui a dit que non, il y a un moment un actuaire qui a pris la décision de modifier tel coefficient parce qu'il a des arguments pour le faire. Et donc, il devrait être en droit de le faire. Si le modèle ne marche pas, on change de modèle. C'est la responsabilité de l'actuaire. C'est important de former les actuaires aux présentations, à la prise de parole, je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'actuaire doit parler aux auditeurs, aux régulateurs, aux actionnaires. Donc, ce n'est pas uniquement un technicien. Et pour le protéger, et je crois qu'il faut le protéger, il nous faut des associations de professionnels fortes avec des normes professionnelles. Et en ayant des normes professionnelles, on protège notre profession et on leur donne l'occasion aussi de pouvoir se défendre et de démontrer, alors soit avec des rapports actuariels, soit en les intégrant dans les travaux des commissaires aux comptes, mais avec des normes professionnelles, on peut essayer d'améliorer ces écarts qu'il peut y avoir de vision entre l'actionnaire et l'actuaire. Il est important de se renforcer, de devenir des meilleurs techniciens aussi. Il y a des nouvelles méthodes qui existent. C'est important d'assumer ses erreurs, d'assumer ses écarts, de présenter ses chiffrages avec des volatilités. On n'est pas des magiciens. On pense que la provision, elle sera à tel niveau, mais elle a un écart type et il n'est pas incohérent de présenter l'écart type, de dire la vérité aux actionnaires par rapport à la volatilité de nos travaux. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas toujours et qu'on devrait intégrer plus souvent. Nous ne sommes pas des magiciens et donc la volatilité, ça se calcule et on peut la présenter. Donc, il faut s'outiller aussi. Et je crois que c'est Mamadou qui le disait, l'actuaire doit être aussi un professionnel de la compta, de la finance, de la réglementation. Donc, il doit être multicasquette, il doit être cultivé, il doit être connecté à son écosystème. Et ça, c'est extrêmement important pour faire ce type de travaux. Si on veut véritablement travailler en collaboration avec les organes de gouvernance, eh ben, on doit savoir autant qu'eux. Et donc, il faut absolument qu'on reste connecté à nos marchés. Merci beaucoup, David. En fait, moi, je parlerai sur le sujet en tant que président de l'Association tunisienne des actuaires. Je dirais que la Tunisie, elle se situe à mi-chemin entre ce qu'a dit Eric et ce que tu es en train de dire. Donc,
compte tenu du fait que de notre côté, on a la chance d'avoir un régulateur qui nous appuie, une fédération qui nous écoute et qui nous vraiment supporte pour pouvoir vraiment upgrader le niveau du métier. Ça, je parle de la Tunisie. En fait, si je récapitule un tout petit peu, il y a un vrai sujet qui est la formation, qu'elle soit initiale ou la formation continue. Et là, ça me permet aussi de rebondir avec comment se définit la profession d'actuariat avec un nombre de critères qu'a défini l'AAI, qui est l'Association internationale. C'est un ensemble de connaissances spécifiques et un niveau élevé d'éducation, un examen de compétences. Là, c'est clairement, on parle de corps syllabus, de compétences techniques. Et vraiment, là, on parle de connaissances avec une forte dominance mathématique. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle des standards professionnels. Et il y a un point qui est très important, c'est au service de l'intérêt général. Il y a une notion d'honnêteté intellectuelle et d'intégrité de l'actuaire et de sa capacité vraiment de faire les choses en son âme et conscience en se basant sur des choses qui sont solides derrière, mais vraiment cette question d'honnêteté intellectuelle, et là je rebondis sur un échange qui est rigolo au niveau entre Eric et une personne du chat qui lui dit si vous répondez par la négative à un DG qui vous demande de changer les provisions, et il y a Eric qui répond oui, je réponds par la négative et je perds des clients. Ça c'est très important pour dire que vraiment, l'actuaire, il se doit d'être honnête intellectuellement et la formation initiale et continue et les soft skills dont tu as parlé énormément pour pouvoir simplifier, vulgariser et être audible sont devenus aussi importants que les fondamentaux mathématiques dans notre métier d'actuaire et qui nécessitent vraiment un travail important. Donc, ces formations, il faut qu'elles soient à la fois aux standards internationaux et surtout, il y a la formation continue qui doit être quelque chose de très important pour nous. Donc, avant de passer à la session de questions… Si vous permettez, Rassim, oui, si vous permettez, j'ajouterai par rapport à ces, comment dirais-je, conditions qui doivent se réunir un petit peu au niveau de l'actuaire, j'ajouterai un élément très important, celui de l'indépendance. Parce qu'on peut avoir un actuaire vraiment hyper compétent, tout ce que vous voulez, mais l'indépendance elle est très importante. Et il y a un problème d'indépendance parce que soit l'actuaire de la compagnie qui est un salarié et donc ça lui pose, certainement, ça peut lui poser des problèmes, soit un actuaire conseil parce qu'effectivement, il est payé dans le cadre d'une mission et là, l'indépendance, elle doit les animer tous les deux parce qu'effectivement, le rôle de l'actuaire est très important. Le commissaire au compte va se fier à ses idées, le superviseur aussi. Donc, cet aspect d'indépendance se pose avec acuité. Il faut que, effectivement, c'est le rôle des associations professionnelles qui doivent veiller à ce qu'un code d'éthique, notamment, j'insiste sur l'indépendance de ces experts, soit vraiment pour un petit peu sécuriser tout le monde. C'est ce que j'ai appelé être intègre pour moi, c'est Hafez. C'est cette indépendance d'esprit et être dans l'intégrité parce que c'est vrai que l'actuaire il subit énormément de pression s'il n'est pas dans le move de ce que souhaitent les cadres dirigeants s'il est en interne ou celui qui le paye s'il est un actuaire conseil. Mais c'est pour ça que Eric, j'ai cité Eric tout à l'heure, il a dit je perds des clients et ça c'est le plus important, c'est qu'il ne va pas transiger avec ses principes pour pouvoir garder le client. Donc, je disais que pour finir… Vas-y, Eric. Oui, juste sur ce point-là. Alors, moi, j'ai l'habitude de définir l'actuaire comme étant quelqu'un qui fait des calculs justes dont les résultats sont faux. Voilà, par nature, les hypothèses ne sont jamais vérifiées, etc. Donc, en fait, moi, ce que je dis à mes clients et ce que je dis à mes étudiants, c'est que on vend deux choses. On vend notre technicité, ça c'est bien, et on vend notre crédibilité, mais ça c'est du long terme. Et si j'ai fait n'importe quoi à un moment, que ça soit voulu ou pas voulu, d'abord, je vais perdre finalement ma crédibilité. On me dira, mais c'est toi qui avais sorti ce papier-là, c'est toi qui avais fait ces calculs. Deuxièmement, si j'ai un doute sur ma crédibilité, on peut… et si je dis oui à un DG qui me demande de faire n'importe quoi,
quelque part, c'est passible de prison. Et si on doute de ma crédibilité, ben, je vais avoir du mal à défendre mon point de vue. Voilà. Donc, je pense que c'est extrêmement important vis-à-vis de tout le monde, les actionnaires, les régulateurs, etc., que notre profession soit extrêmement encadrée, extrêmement surveillée, parce que, je dirais, oui, il faut être intègre, mais voilà, c'est dans le concours de recrutement des écoles d'actuariat, on ne jauge pas l'intégrité des gens. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des associations qui se permettent de se surveiller nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, une vraie problématique. Parce qu'on n'est pas tous intègres. On n'est pas tous. Voilà. Mais je pense que c'est... Oui. En fait, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Eric, aujourd'hui, l'une des perspectives de ce panel, c'est qu'il faut accompagner nos associations respectives vers les statuts de full member de l'AAI. Et l'une des exigences les plus importantes, c'est de se doter d'un code de déontologie et d'un conseil de discipline, c'est-à-dire d'un organe qui peut sanctionner l'actuaire et ça peut aller jusqu'à son interdiction d'exercice. Donc, au-delà de l'intégrité qui est, entre guillemets, très difficilement mesurable au concours de sortie, il y a des instruments de coercition dont se doivent se doter les différentes associations pour pouvoir vraiment jouer pleinement leur rôle. Et c'est un préalable à l'admission en statut de full member à l'AI. Je ne parle pas de statut d'associé, de membre associé, mais de membre à part entière. Donc, il est clair que le renforcement des associations nationales, il est vraiment au cœur de cet échange et c'est très important. Et là, on compte clairement sur le concours des associations matures et à leur tête la France qui est la plus connue en termes de pays francophones. Et tout à l'heure, dans le chat, il y a une personne qui m'a fait bien comprendre que l'association belge, elle a déjà 1000 actuaires, dont 400 qui sont qualifiés. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a historiquement des liens avec la France, mais il y a la Belgique, la Suisse, le Canada et aussi le SOA. Vraiment, c'est des choses qui sont très appréciées et très appréciables. Il faudra qu'on travaille énormément, nous, associations, à pouvoir capter ce renfort. Donc la formation initiale et continue, c'est très important. Il faudra qu'on développe, nous, des formations qui soient panafricaines et Dauphine, aujourd'hui, elle est au cœur de cette logique. Elle peut accueillir très facilement des gens qui viennent d'horizons différents. Aussi, et ça, je parle sous ton contrôle, Mamadou, il faudra qu'on organise des événements. Et la première, je te laisse la primauté d'annoncer un truc sur lequel tu travailles. Vas-y, Mamadou. Merci, Ras, merci. Je crois que tout à l'heure, David et Eric ont touché du doigt un peu ce que devrait être l'actuaire. C'est très bien. C'est bien beau d'avoir des gens bien formés, sortis des grandes écoles, mais qui, sur le terrain, font tout sauf de l'actuariat. Nous connaissons ça sur nos marchés. Ce qui se passe généralement dans les appels d'offres, parfois, tu vois des tarifs qui s'écartent d'une manière extraordinaire. J'ai l'habitude de le dire, vous tarifez une seule personne avec une même table de mortalité, les mêmes capitaux, le même âge, la même durée, et celui-là trouve 0,2, celui-là trouve 0,4, celui-là trouve 0,5. Donc là, c'est un problème d'éthique. Je le dis aux actuaires, mais malheureusement, nos actuaires ont les pieds et mains liés par leurs dirigeants qui leur montrent le chemin à prendre, malheureusement. Vous êtes dans une entreprise, vous avez un chef qui vous dit « je veux que les provisions soient X, soit Y, que le tarif soit X, soit Y ». Finalement, le métier de l'actuaire est galvaudé à ce niveau-là. Mais un autre domaine que je voudrais aborder, avant de revenir à la question de Ras, par rapport à ce que nous devrions faire, c'est le problème de la réglementation. La réglementation aujourd'hui dans nos pays, Eric l'a dit parlant de la provision de gestion, c'est qu'il y a un problème de proportionnalité. Nos instituts
nos régulateurs sont dans la plupart du cas affiliés comment on appelle ça encore, à la régulation internationale et qui recopient in extenso des règlements qui sont en vigueur en France ou ailleurs, sans tenir compte de l'écosystème. Pour moi, pour qu'une réglementation soit applicable, il faut d'abord qu'elle qu'elle respecte la triptyque concertation. Parce que tout à l'heure, Rasmus l'a dit, les bons rapports, pour moi, il doit y avoir de très bons rapports entre le régulateur et le marché. Parce que ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des concurrents, c'est tous des acteurs d'une même profession. Les uns régulent, les autres appliquent, mais donc il faut une concertation. Avant de passer à une réglementation, la concertation doit être de rigueur. Après la concertation, maintenant, il faut, à partir du moment où pour nous aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans notre zone, dans la plupart du temps, c'est du copier-coller, il faut dire les choses, appeler un chat par un chat, il faut que la notion de proportionnalité soit aussi de rigueur. Je ne peux pas prendre quelque chose qui est appliqué en France et vouloir venir l'appliquer in extenso dans notre zone. La raison est simple. Les tailles des compagnies ne sont pas les mêmes. Au niveau du chiffre d'affaires, les fonds propres ne sont pas les mêmes. Les niveaux de prêts généraux ne sont pas les mêmes. Les opportunités de placement ne sont pas les mêmes. Donc, vouloir prendre une réglementation en France ou bien ailleurs, et la plaque ici, ça pose un problème. D'où donc la notion de proportionnalité. La troisième chose sur laquelle donc, je voudrais insister, c'est la progressivité. Il ne faut pas dire que voilà cette réglementation, on la prend aujourd'hui, elle rentre en vigueur tout de suite, ou bien elle rentre en vigueur dans un mois, dans un an. Il faut qu'on tienne compte de son adaptabilité par rapport à l'écosystème. Donc, pour moi, proportionnalité, d'abord concertation, proportionnalité et progressivité doivent fonder les règlements que nous prenons. Et de ce point de vue, donc, comme je le disais, nous devons, entre acteurs et régulateurs, travailler en parfaite symbiose. C'est pourquoi j'ai pensé qu'on devrait pouvoir, à l'occasion de notre Assemblée générale annuelle qui regroupe pratiquement toutes les compagnies d'assurance de la zone CIMA et d'ailleurs, pouvoir mettre en place une journée de l'actuariat qui permettra aux différents acteurs, aux différents instituts de la zone du Maghreb, de l'Afrique au sud du Sahara, en Afrique du Sud, etc., pour que nous puissions discuter entre nous, entre actuaires qui sommes, quoi qu'on en dise, la cheville ouvrière de notre profession. Parce qu'il est bien vrai que pendant longtemps, on a travaillé sans actuaires, comme l'a dit un des panélistes. Aujourd'hui, avec l'évolution de notre activité, travailler sans actuaire constitue pour moi un pilotage à vue. Il faut que les actuaires, qu'on leur donne la place qu'ils doivent occuper dans cette profession, que les régulateurs aussi régulent, que les acteurs aussi se mettent, essayent dans la mesure du possible d'appliquer les réglementations qui sont mises en place. Et pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait une forte concertation dans la profession. Merci beaucoup, Mamadou. Quelques questions on essaiera d'être rapide. Une question sur le cause de départ des actuaires et un plan d'action pour les retenir. C'est Habib, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur sur cette question? Bon, oui, c'est-à-dire que c'est un problème que nous vivons, c'est-à-dire que plusieurs compagnies d'assurance ici en Tunisie ont même parrainé des étudiants. Bon, à la fin, ils partent en stage et ils ne reviennent pas. C'est vrai que les conditions matérielles qui sont proposées à l'étranger sont meilleures, ça c'est évident. Il y a une demande aussi à l'étranger d'actuaires. Donc, on fait de notre mieux, c'est-à-dire qu'on essaie de valoriser le métier d'actuaire au sein de nos compagnies.
sur le plan matériel, on fait des efforts, mais on leur vend surtout une carrière dans les compagnies d'assurance. Il y a un manque flagrant d'actuaires et les actuaires ne seront pas, à mon avis, on n'a pas besoin seulement d'actuaires pour faire des calculs de provision seulement, mais on a peut-être besoin d'actuaires d'être dans toutes les directions et des départements. C'est-à-dire, ça aidera énormément à avoir une agilité au niveau de l'organisation et la compagnie tout entière évoluera de la même manière. Et je suis certain que les actuaires auront un avenir dans les compagnies tunisiennes. Ce qu'il faut, c'est de croire aux compagnies tunisiennes, de rester dans les compagnies tunisiennes et ils seront les prochains au cadre de ces compagnies. Donc, c'est clairement, pour les jeunes actuaires qui nous écoutent, vraiment, il y a beaucoup plus d'opportunités dans nos pays respectifs que si la concurrence est moins dure puisqu'on est encore sur du pain blanc. Il y a une question sur la gouvernance. Si vous permettez, pour vraiment dire ce que vient de dire Habib Nassine, effectivement, l'aspect matériel et un petit peu l'intéressement financier compte beaucoup pour pouvoir retenir ces jeunes actuaires sortant des masters de Dauphine notamment. Mais je pense que ce n'est pas le seul élément qui pourrait... c'est vrai que ça peut constituer un frein, mais je pense qu'aussi il faut créer au niveau de nos sociétés un petit peu l'environnement professionnel capable de retenir ces jeunes actuaires. Je peux parler de l'expérience de CGA. Moi, j'ai parrainé 6 et j'ai pu en garder 5, donc c'est déjà un bon taux de rétention, si on peut parler de rétention, parce que j'estime que le CGA a créé un peu l'environnement professionnel. Tout d'abord, on était conscient que s'agissant de jeunes actuaires qui viennent sortir de FIT, ce n'est pas encore vraiment de véritables actuaires, donc on a organisé un programme d'assistance avec un actuaire tunisien qui travaille dans un cabinet français, donc qui est venu les coacher et un petit peu les encadrer. Donc, on a préparé beaucoup de travaux avec cet actuaire. Donc, ça, avec les chantiers qu'on a ouverts, je pense sur le plan professionnel, les compagnies ont beaucoup intérêt à ce que ces jeunes trouvent l'émancipation nécessaire pour pouvoir rester. Et pour ceux qui pensent que je pense que ce n'est qu'un enrichissement pour eux. Et demain, s'il y a un levier que les compagnies doivent peut-être, auquel ils peuvent faire appel, c'est de développer le consulting, donc de faire appel à des cabinets de conseil tunisiens qui demain certainement feront appel à ces jeunes qui vont se frotter vraiment à l'actuariat en France, notamment là où vraiment ils peuvent acquérir de compétences beaucoup plus importantes et en revenant en Tunisie, ils apporteront leur contribution. Voilà. Il y a une question sur la gouvernance, c'est Hafez, je profite de votre présence. Faut-il intégrer la surveillance des actuaires au niveau de la gouvernance de l'entreprise, par exemple un reporting direct et une présence permanente au comité des risques ou d'audit ou conseil d'administration? J'agrée totalement. Pour ça, tout ce qui est gouvernance, d'ailleurs, c'est Rassem, vous connaissez que nous avons un petit peu, au niveau de la mise en place de la SBR, nous avons un petit peu décalé le pilier 3, le pilier 2 par rapport au pilier 1. Depuis 2016, déjà, on a publié une circulaire traitant de l'aspect lié à la gouvernance, donc justement pour préparer nos compagnies d'assurance et nos actuaires à ce fameux Big Bang de la SBR ou de la Solvay tout. Donc la gouvernance, j'y crois beaucoup et j'agrée totalement à la proposition. Une question pour David. Dans le risk management, l'évaluation des risques opérationnels en l'absence de modèle quantitatif. Là, c'est une question qui est plutôt technique puisque le risque opérationnel est par essence opérationnel, il est difficilement quantifiable. David, il faut enlever le micro. Ton micro, David. Oui, pardon. Je disais, la formule standard donne un chiffrage du risque-up, mais en fait, on a tâtonné beaucoup de fois et finalement, le chiffrage qui ressort n'est pas terrible non plus. Bon, c'est X% du chiffre d'affaires et des provisions, donc c'est quelque chose d'un peu bateau qui n'a pas forcément beaucoup de sens.
Par contre, on y travaille et il y a pas mal de mémoires d'actuariat sur le travail de quantification des risques opérationnels. Alors, il y a deux approches, hein. Il y a des approches par scénario et c'est des choses qu'on retrouve dans les modèles internes. Vous savez en Solvabilité 2 nous autorise la possibilité d'utiliser des modèles internes et les modèles internes peuvent couvrir tous les risques. Et donc, on a des assureurs, les plus grands, qui développent des modèles internes et qui vont mesurer et développer des approches pour mesurer le risque-op. Donc ça, c'est basé sur les scénarios. Il y a d'autres approches un peu plus pragmatiques, entre guillemets, qui essayent de recycler les cartographies des risques et à travers les cotations des cartos, trouver des sortes de matrices de correspondance pour ensuite simuler tout ça et obtenir des chiffrages de risque-op. Nous, on a fait un mémoire sur le sujet. N'hésitez pas à aller le lire. On est encore au début de ces réflexions, mais voilà, il y a un travail collectif sur cette problématique du risque opérationnel qui n'est pas le risque le plus travaillé par les actuaires. Voilà, ce n'est pas le risque le plus travaillé par les actuaires aujourd'hui. Il y a une question qui est plutôt à Mamadou. Pourquoi il y a plus d'actuaires en vie et non-vie? Il y a une question, mais j'espère que ça va évoluer maintenant. Oui, parce qu'on a toujours fait croire aux gens que l'actuariat, c'était pour l'assurance vie. Parce que nos compagnies d'assurance, pratiquement tous nos actuaires travaillent en assurance vie et c'est ce qu'on a toujours fait croire c'est ce que les dirigeants croient, c'est ce que les actuaires croient, alors que mais pourtant les actuaires, ils savent très bien que dans leur formation, ils ont bien fait l'actuariat vie et l'actuariat non-vie, mais il est presque rare de voir des actuaires dans les compagnies d'assurance dommages. Espérons que ça va évoluer parce que je sais qu'au Sénégal, déjà, je connais 3 compagnies d'assurance dommages qui ont recruté des actuaires. Et je suis sûr que ces actuaires ont d'abord cherché au niveau de la vie. Ils n'en ont pas trouvé, ils sont allés dans le dommage. Mais eux tous pensent que l'actuaire, c'est pour calculer des primes vie et des provisions mathématiques. Alors, je voulais juste citer une anecdote. Au mois de juin dernier, j'étais à la remise des diplômes du master de l'assurance de l'Institut international des assurances. Donc, c'est l'école de la CIMA qui forme les cadres généralistes de l'assurance. Et j'étais à table avec les majors et je leur ai dit que j'étais actuaire et leur réflexe, c'est vous travaillez dans quelle compagnie d'assurance vie? Donc, ils sont déjà formés. On leur a déjà, même en ce moment encore, dans leur cours, on leur dit, voilà, l'actuaire, c'est en vie. Et ils sortent comme ça, ils vont être cadres et bientôt cadres supérieurs, je l'espère pour eux, dans les compagnies, avec cette idée que l'actuaire, c'est en vie. Oui, peut-être pour compléter. Pardon. Il y a une remarque de Mohamed Belbarka du Maroc. Il dit jusqu'aux années 90, les assureurs non-vie gagnaient leur vie aux produits financiers. Depuis les crises financières, ils avaient besoin d'actuaires pour mieux tarifer les risques. C'est par nécessité peut-être qu'on est sorti. Oui, il y a un peu de ça et les problématiques d'assurance vie sont souvent très très financières. En tout cas, sur le Solvabilité 2, on se retrouve à avoir des modèles stochastiques avec des générateurs de scénarios. Donc, il y a un côté scientifique qui est assez intéressant en assurance vie pour modéliser les flux financiers. Par contre, en assurance non-vie, ça peut être assez injuste parce qu'on a des sacrées problématiques. Tarifer de la construction, bon, il y a encore pas mal de sujets là-dessus. Calibrer les traités de réassurance, ce n'est pas évident. On a les catastrophes naturelles. Et chaque branche d'assurance non-vie a ses propres particularités. Donc, non, défendons la non-vie. Mais écoute, je prends un autre exemple, c'est par l'exemple de la gestion actif-passif, mais la gestion actif-passif, c'est en assurance vie, alors que en assurance dommage, on parlerait d'analyse financière dynamique, mais personne ne le fait. C'est beaucoup plus pour l'assurance vie. Et puis voilà, donc l'actuariat chez nous ici, c'est pour l'assurance vie. Il y a une question à Eric, pour moi, c'est comment associer les équipes de recherche sur le secteur des assurances et la finance. Je sais que tu travailles énormément avec monsieur Louis Aimé Fono qui est au Cameroun. Donc, c'est clair que cet aspect-là, il est très important. Nous, on travaille avec les équipes de Dauphine, les équipes de l'INIT. On encadre énormément de stagiaires. Donc, je te laisse évoquer ce sujet-là, qui est le lien avec le monde académique et le monde de la recherche.
Alors, en fait, Louis Méfono est un Camerounais qui a été formé pour être formateur en actuariat. Donc, l'ISFA avait fait un programme il y a quelques années pour former des formateurs en actuariat. Il dirige un laboratoire de mathématiques appliquées aux sciences sociales. Donc, à chaque année, on essaye avec lui d'identifier un certain nombre d'étudiants qui, on va dire, l'assurance ou la finance, le secteur financier est dans le cadre des sciences sociales. Voilà. Donc, on voit qu'on essaye de travailler avec eux pour accueillir des étudiants en stage. Je sais qu'il y a aussi un certain nombre de profs dans son labo qui travaillent sur l'aspect tarification avec la théorie des jeux. Donc, c'est vrai qu'on essaye c'est pas forcément des problématiques commandées par les assureurs, mais on essaye effectivement d'être un certain nombre d'actuaires à travailler avec ces chercheurs en mathématiques. Mais là, on est vraiment dans la pointe de la technique actuarielle ou mathématique et pas tellement, je dirais, dans toutes les problématiques. On a bien vu tout à l'heure qu'on a beaucoup de problématiques sur le terrain qui, je dirais, sont très éloignées de la recherche. En fait, je profite que Philippe Talleux, qui est le président de l'IA, se joigne à nous pour lui dire que parmi les choses qu'on a citées tout à l'heure, c'était qu'il fallait renforcer énormément les associations nationales et cela passait par un partenariat fort avec les associations matures avec un objectif qui est très simple, qui est d'aller vers le statut de full member de l'AI qui nous garantit un standard de qualité à l'international. Renforcer les programmes de formation initiale et de formation continue, que ce soit au niveau africain ou panafricain. Donc, c'est clairement avec nous et l'atout de la francophonie, c'est très important. Il faut renforcer le rôle réglementaire de l'actuaire dans les compagnies d'assurance en lui donnant de la visibilité, en lui laissant un accès à des organes de gouvernance pour pouvoir justement être le plus indépendant et être vraiment le plus honnête possible sans être dans l'imposer. Et il y a un commentaire dans le chat qui dit il y a des normes comptables aujourd'hui qui imposent la présence des actuaires pour faire des audits. Donc, clairement, il ne faut pas attendre la réglementation. Il y a déjà le volet international, il y a les normes comptables 620 pour ne pas la citer, qui imposent la présence d'actuaires sans attendre une réglementation locale. Donc, tout ça pour dire que c'était très intéressant. Je ne sais pas si Philippe, il est encore avec nous ou non, si tu veux dire un mot avant de clôturer. Et encore merci de l'organisation de ce séminaire. Donc, Rassem, je prends note de tes conclusions. Alors, bien entendu, il y a certains points sur lesquels on n'aura pas un accord national pays par pays. Hein, la fonction d'actuaire n'est pas une notion protégée en France, c'est-à-dire qu'on peut se prétendre actuaire sans être membre de l'Institut des actuaires en France. Donc, et derrière, la France ne se bat pas pour l'incorporation dans son contexte, dans l'ensemble de ses lois, des fonctions d'actuaire sous l'égide d'actuaires membres de l'Institut. Ce qui ne veut pas dire que derrière, l'Institut ne prétend pas à une qualité de ses membres qui leur permet d'accéder à toutes les fonctions, en particulier dans les fonctions du cadre Solvency II. Et comme tu me passes la main pour conclure, dans les différents points, ces journées qui ont été organisées et en particulier à Paris avec le soutien fort de la CNI et de l'Institut des actuaires, dont certains membres de la CNI sont là. Donc, je vois qu'Éric est ici et je tiens à tout particulièrement le remercier. Contribue au rayonnement des actuaires dans le monde. Et cette opération, si l'ensemble des instituts qui y ont contribué le soutiennent, nous continuerons volontiers vers une deuxième édition. Le soutien aux
aux associations frères, si vous me permettez, ou sœurs, c'est selon le genre que vous donnez au terme. Et bien entendu, acquis, sachant qu'il reste dans le cadre de l'engagement que l'on a vis-à-vis de nos membres et que derrière, toutes nos associations sont des associations de personnes et donc qui ne disposent que d'une richesse qui n'est qu'humaine. Donc, mais ça, ce facteur est bien clé et en revanche, contribuer à aider autant qu'on peut, bien entendu, ça fait partie des sujets que l'on mène. La formation est bien entendu un élément clé pour tout le monde, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et donc, ce que j'espère, c'est que ces 5 soirées de table ronde dans lesquelles toutes les associations se sont mélangées et unies pour couvrir les sujets ont été à la satisfaction de tout le monde. En tout cas, ça a été c'est un grand exploit d'unir autant d'associations dans ce genre d'opération. Donc je tiens franchement tous à vous remercier. Et j'espère qu'au moins dans un délai d'1 an, on pourra s'organiser sur une session de même nature et qui est de grande qualité et sur lequel vous êtes tous investis. Merci à tous. Alors, je le dis au nom de l'Institut des actuaires français, mais je pense que je le fais au nom de tous les autres. Je sais que Rassem s'unira à moi au nom de l'Institut des Tunisiens, mais tous les autres présidents le feront aussi. Et puis nous verrons d'autres probablement. Il y aura il y aura des leçons à tirer, et peut-être d'autres opérations à monter. Donc ça sera fait avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir défendu la 2e langue internationale de l'AAI. Et c'est un sujet sur lequel, à titre personnel, je tiens beaucoup. Philippe, il y a une dernière question dans le chat, c'est marrant parce qu'il demande pourquoi l'actuariat est développé dans les pays africains anglo-saxons, beaucoup plus dans les pays francophones. Donc, on laissera le champ de la réponse et j'espère que dans 1 an, cette situation elle évoluera favorablement dans les pays francophones et qu'on sera vraiment, j'espère, on ne sera pas au niveau des pays anglophones comme l'Afrique du Sud. Mais Rassem, avant de conclure, je vais rebondir sur cette question. Peut-être que ça permettrait de répondre à la question qui a été posée. Pourquoi le régulateur n'imposerait pas aux compagnies d'assurance d'avoir des acteurs? Peut-être qu'on va en arriver là et ça donnera beaucoup plus de notoriété à l'actuariat francophone. Faye, excusez-moi, c'est un sujet qui est qui reste quand même très national et qui peut-être être vu au couvert du code CIMA, mais c'est clairement pas le cas d'avoir un actuaire membre de l'Institut en France. Donc c'est un point sur lequel c'est un point sur lequel nous ne nous battons pas. Okay. Même si derrière ça pourrait aider d'autres pays, je vous avoue que c'est un choix que nous avons fait. Et pour nous aussi en Tunisie, on a le support du régulateur. C'est pas vraiment, c'est en upgradant le niveau de l'actuaire et vraiment en ayant des actuaires seniors qui apportent vraiment de la plus-value que ce métier-là vraiment il décollera en Afrique et il ne sera pas cantonné uniquement au rôle d'actuaire tarificateur ou calculateur de provision. Donc vraiment. Clairement, on est en train d'avancer et nous, personnellement, en Tunisie, il y a eu des circulaires du régulateur sur la création du comité des risques, sur la nécessité d'avoir des rapports et tout ça. Donc, mais clairement, il ne faut pas oublier l'indépendance par rapport aux standards de l'AI et être vraiment indépendant. Donc, le régulateur nous accompagne, mais c'est à nous de nous constituer, d'en faire vraiment un métier qui soit aux normes internationales. En tout cas, on a de bons jours. Merci beaucoup à tous. Et on a de bons jours devant nous. Autant qu'on en profite. Et merci à tous les intervenants qui ont accepté ce vendredi soir. L'avantage du vendredi soir, c'est qu'on est les derniers qui parlent et qui clôturent. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à tous et puis bon après-midi pour nos amis américains, canadiens. Merci beaucoup. Allez, au revoir.